Je voulais d'abord vous dire bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolée, on vous a fait un tout petit peu attendre, mais vous avez été extrêmement patients. C'est parce qu'on attend encore des personnes qui doivent venir du Panthéon et je sais que la circulation est un peu difficile à Paris ce soir. Donc, on va rentrer en cours de route. Et comme ce sont des jeunes, si vous voyez des personnes qui rentrent en faisant du bruit, c'est normal, ce sont des collégiens. Voilà. Donc, on espère qu'ils vont arriver avant la fin tout de même, parce qu'ils sont dans un autocar, les courageux. Donc, merci d'être là, merci de votre présence, merci aussi de prendre sur votre temps, parce que nous sommes en semaine. Notre échange de paroles sera, j'espère, le plus intéressant possible avec vous et grâce à vous, et surtout fructueux. Alors, vous êtes peut-être militants, vous êtes bénévoles, vous êtes jeunes, vous êtes vieux, vous êtes hommes, vous êtes femmes, peu importe. Vous êtes au chômage, en recherche d'emploi. Il y a toutes les sortes de personnes qui sont ici. Ce qui nous intéresse, c'est votre bien-être et celui des personnes que vous aimez. Ce qui vous oblige ou vous incite à vous investir pleinement pour que le quotidien soit le plus facile possible. Mais vous devez parfois, pour y parvenir, franchir des obstacles, essuyer des refus, continuer à vous engager, voire à vous battre, pour triompher des difficultés et atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Alors, je vais d'abord me présenter, je m'appelle Vicky Sommet et je suis journaliste. Et avec moi, nous allons ensemble débattre avec Jean-Arnaud Munch, qui est à ma droite. Bonjour Jean-Arnaud. Bonjour, je suis volontaire permanent d'ATD Quart Monde depuis septembre 2014. Alors, le thème de notre soirée, c'est résistance d'hier, résistance d'aujourd'hui. C'est le thème que nous avons retenu pour cette soirée. Nous allons donc mettre tous nos efforts, et vous aussi, tous vos efforts, toutes vos démarches, toutes vos luttes, toutes vos volontés, sous le même vocable, et nous allons appeler vos actions résistance. Alors, résistance s'écrit parfois avec un grand R, nous en parlerons ce soir. Résistance s'écrit avec un petit R, nous en parlerons beaucoup ce soir aussi. Et vous allez peut-être, pour commencer, chacun, pour certains d'entre vous qui sont venus ce soir, nous dire ce que représente pour vous le mot résistance. Jean-Arnaud, avec qui on commence ? Merci beaucoup Vicky. Je prends un instant la parole parce qu'il est important pour nous de vous dire que nous avons aussi pensé et construit ce débat comme une occasion de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas le plus souvent. Et c'est la raison pour laquelle nous allons commencer cette soirée, ce débat, par l'intervention de militants du mouvement ATD Quart Monde. Les militants Quart Monde sont des personnes qui vivent ou ont vécu la grande pauvreté et qui s'engagent dans la lutte pour l'éradication de la misère. Ils vont nous dire ce soir ce que résister signifie pour eux aujourd'hui. Pour commencer, je vais passer la parole à Micheline Maillet, militante Quart Monde depuis 1982. Elle participe à l'Université populaire Quart Monde et dans ce cadre a rencontré Geneviève de Gaulle. Alors on la félicite parce que c'est toujours difficile d'être la première. Résistant aujourd'hui. Alors on va ouvrir le micro. Il est ouvert, C'est agir pour que les personnes pauvres sont... C'est pas de ma faute. Hein. Vous voulez venir à la lumière parce que vous avez un petit peu de mal à voir là, non ? Oui, c'est vrai. Venez. C'est agir pour que les gens pauvres aient une vie meilleure. C'est refuser que les personnes vivant dans la rue, résister, c'est refuser que des gens sont enterrés comme des chiens. Je suis engagé dans l'association des morts de la rue pour que les gens sont enterrés dignement. En 2014, 458 personnes sont mortes dans la rue en France, même les enfants. Ça pour que pousser à la lutte. Je m'excuse. Merci Micheline, merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Manuela Lecanu, militante Quart Monde des Yvelines. Elle participe à l'Université populaire Quart Monde depuis 2009. Résister aujourd'hui,
c'est continuer le combat pour qu'il n'y ait plus de personnes à la rue. Je trouve que c'est inadmissible au XXIe siècle qu'il y ait encore des gens dehors. Ouvrir les yeux aux hommes politiques, car je pense que c'est à eux de nous aider à combattre contre les expulsions, contre les marchands de sommeil. Résister, c'est lutter contre la discrimination et les préjugés. Résister, c'est mon combat pour que chacun de nous garde sa dignité. Merci. Merci Manuela. Je vais à présent donner la parole à Dominique Duquet. Dominique est volontaire permanent d'ATD Quart-Monde depuis 2007 et actuellement en mission à la Maison France d'ATD à Montreuil. Alors, ce que m'évoque résister. Considérer qu'il y a toujours un choix, même minime, que la fatalité n'existe pas. Ne pas céder à la facilité, que ce soit l'opinion dominante ou l'habitude. Ne pas céder à la peur, ne serait-ce que la peur du rejet, la peur de l'inconnu, la peur du ridicule. Avancer parfois à contre-courant quand on l'estime nécessaire et tenir bon malgré la fatigue, malgré le découragement. Voilà, ça n'est pas facile, c'est plus simple à dire, mais on peut s'entraider en s'unissant à d'autres quand on en a l'opportunité. Merci. Merci beaucoup. Et pour finir cette introduction, je vais passer la parole à Laurent Gaudin, qui est allié d'ATD Quart-Monde. Les alliés sont, comme Geneviève de Gaulle le disait elle-même, des amis du Quart-Monde qui s'engagent dans la durée. Laurent est très investi dans les bibliothèques de rue notamment, et dans l'Université populaire Quart-Monde d'Île-de-France. Bonjour. Pour moi aujourd'hui, résister, c'est résister aux idées reçues, comme le disait Manuela tout de suite. Les idées reçues, les pauvres sont tous des feignants et des assistés, les patrons sont tous des millionnaires, hein, les flics sont tous des racistes, hein, les Roms sont tous des voleurs de poules. Tout ça, c'est vrai pour quelques individus, c'est pas vrai pour tout le monde. Et il faut qu'on réussisse à casser ces idées reçues. Merci. Alors, je pense que cette soirée n'existerait pas si nous n'avions pas aussi l'avis de Geneviève de Gaulle-Antonios. Si elle n'est pas là aujourd'hui, nous la commémorons, nous saluons sa présence. Et elle aussi avait sa manière à elle de dire ce qu'elle pensait du mot résistance. Jean Arnaud. Au fond, ça n'est pas surtout la question du lien entre les êtres que vous posez ce matin. Aujourd'hui, qu'on invoque le marché, la mondialisation, une économie très abstraite. Est-ce que votre projet, ce n'est pas de faire en sorte que justement l'homme, la femme, retrouve sa vraie place dans le monde dans lequel nous vivons? C'est tout à fait ça. C'est un retour à un humanisme, en somme. Je ne sais pas, avec la petite expérience que j'ai pu avoir et que d'autres ont eue, cette expérience d'un totalitarisme qui était le totalitarisme nazi. Et maintenant, on se trouve devant cette espèce de forme de totalitarisme de l'argent. Et c'est pour ça qu'il faut qu'une démocratie comme la nôtre, elle s'organise vraiment pour résister à ça. Sinon, elle ne sera plus une démocratie. Une démocratie, ça ne doit que progresser. Si ça ne progresse pas, ce n'est plus une démocratie. Il n'y a pas de niveau stable. C'est pas vrai. Il y a plusieurs valeurs qu'on peut retrouver dans la résistance. Alors, vraiment, j'insiste beaucoup que la première, c'est l'engagement. C'est-à-dire ne pas accepter ce qui vous paraît inacceptable et en tirer les conséquences, même si elles sont difficiles ou désagréables pour vous. Ça, je crois que c'est une des vraies valeurs de la résistance. Il y a une autre valeur de la résistance, évidemment, à laquelle on pense tout de suite, c'est le courage. Mais le courage, il y a beaucoup de formes de courage, et puis on ne sait jamais si on les aura et comment on les aura. Mais ça veut dire quand même qu'il n'y a pas d'engagement sans que ça ait des conséquences. Et alors c'est ça le courage, c'est de dire je me suis engagé et je continue, même quoi qu'il arrive. La première chose à faire, c'est d'affirmer que tous les hommes ont une vraie valeur et une vraie dignité et de refuser qu'ils soient traités différemment. Parce que c'est là que ça commence. Tu ne fais pas souffrir quelqu'un qui est ton semblable.
C'est parce que tu crois qu'il n'est plus ton semblable que tu arrives à le faire souffrir. Moi, je vois ça. Je me souviens d'une histoire pendant la guerre qui m'a glacé le sang, vraiment. Un soir, nous dînions, c'était le soir du Veldiv. Et nous dînions chez ma tante Madeleine de Gaulle, chez qui j'habitais. Elle avait invité plusieurs personnes, dont un jeune ménage. Ils avaient, je crois, 3 ou 4 enfants, cathos et tout, enfin bien, comme on dit, entre guillemets. Et puis, il y avait, à côté de ça, d'autres amis. Il devait y avoir une amie qui était infirmière, qui conduisait des ambulances, ambulancières. Et elle n'est pas arrivée parce qu'elle était justement au Veldiv, où elle essayait de sortir des gens et de leur rendre des services. Elle est arrivée très tard. Elle nous a raconté, elle-même complètement bouleversée, elle nous a raconté le Veldiv. On était tous vraiment le cœur serré, déchiré, etc. Et tout à coup, je vois toujours la jeune femme disant, évidemment ce que vous racontez c'est très triste, mais ce sont des juifs. Et bien j'ai tout le temps pensé à ça. Je me suis dit, quel est entre le SS qui pousse le gamin vers la chambre à gaz et la femme qui dit ça, il n'y a qu'une question de degré. Mais c'est le même chemin. Donc je pense qu'il ne s'agit pas de dire on va faire en telle sorte que les camps de concentration n'aient jamais lieu. On va faire en sorte qu'il n'y ait plus dans notre pays le mépris de l'autre, l'humiliation de l'autre. Si on accepte ça, même à un faible degré, on est sur une mauvaise pente. Difficile de reprendre la parole après ces paroles-là, qui sont très fortes et qui nous incitent à réfléchir. Vous le savez certainement, nous avons choisi de nous réunir ce soir, et pour certains d'entre vous qui ont eu la chance d'aller voir la cérémonie du Panthéon, ou qui la verront peut-être à la télévision ce soir ou demain, c'est important de se dire que la résistance avec un grand R a peut-être amené les uns et les autres à la résistance ou aux résistances avec des petits R. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que Geneviève de Gaulle-Antonios a été présidente pendant plus de 30 ans du mouvement ATD Quart-Monde, et qu'elle avait, avec ses actions, avec son efficacité, avec le courage dont elle vient de parler, et le souci de l'autre, elle n'a jamais laissé indifférents ceux qui l'ont rencontré, et je crois que les personnes qui sont ici ce soir et qui l'ont rencontré vous le diront. Alors, sa définition de la résistance, nous allons aussi la demander à nos invités, moi ce que j'appellerais les grands témoins. Voilà, je trouve que c'est plus joli. Peter Benoît, je vais vous présenter. Vous êtes avec Montreuil en transition et aussi avec une association qui travaille avec vous, le Sens de l'Humus, des acteurs incontournables, je crois, de la vie montreuilloise. Je me suis informée pour savoir comment on disait le nom des habitants de Montreuil. Voilà, j'ai appris quelque chose. Nous ferons connaissance donc avec vous dans un moment, mais avant, est-ce que vous pouvez me donner à vous, votre tour, votre définition du mot résistance? Alors là, j'ai 30 secondes ou j'ai un peu plus de temps? 1 minute. Mais après, vous aurez le temps de parole, je vous rassure. Ah oui, là, effectivement, c'est très impressionnant après ce qu'on vient d'entendre. La résistance, elle a affaire à la dignité humaine et elle a affaire aussi à une dynamique de changement. Voilà. Et donc, j'espère pouvoir parler tout à l'heure de cette dynamique de changement. Vous aurez la parole et vous résisterez si je vous l'enlève. J'espère bien. Même exercice pour vous. Marianne Lecor, vous êtes une militante permanente d'ATD Quart-Monde. Je dis vous êtes une militante permanente d'ATD Quart-Monde, entre autres, et je suis sûre qu'à ce titre, vous avez effectivement votre idée ou un regard très particulier sur ce qu'on appelle la résistance. Vous pouvez me dire aussi en 1 minute ce que ça signifie pour vous, et si vous prenez le micro, c'est mieux. Voilà, merci. En préparant ce moment-là, ce soir avec vous, j'ai demandé hier à une maman qui vit dans une grande pauvreté, de me dire qu'est-ce que ça voulait dire pour elle. Et elle m'a dit être debout. Donc c'est ce que j'ai envie de transmettre. Merci. Clémence Poujade, je vais vous donner la parole. Vous avez aussi un micro. Vous avez travaillé, vous travaillez encore avec l'association Génération Précaire. Vous êtes aux orphelins apprentis d'Auteuil. Là aussi, il y a des exemples de résistance importants, et ce sont souvent des jeunes. Alors pour vous, qu'est-ce que ça veut dire résister? Moi, je vais être très rapide. Pour moi, résister, c'est s'opposer au statu quo qui enferme les plus faibles et leur donner le pouvoir et la parole. Avec ça, on peut se débrouiller, c'est ça? On peut se défendre. Bien, je vais poser la même question à Paul Boucher, qui était à côté de moi, qui était avec un grand R, un résistant, et aussi avec un petit R. Vous avez aussi un micro, juste à côté de vous. Vous n'êtes pas assis dessus, donc ça va. C'est clandestin.
Les clandestins, oui, comme vous dites. Alors, vous avez résisté à un moment où l'humain a souvent été bafoué. Je remonte en arrière dans l'histoire. Et puis, vous avez continué à résister à votre manière, et de différentes manières aussi. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire résister, que ce soit hier ou aujourd'hui? Je crois que le plus court pour moi, c'est de définir la résistance comme le refus de l'inacceptable. Après, on peut réfléchir et on doit réfléchir sur ce que ça veut dire refuser. Toute la vie est faite de choix pour ceux qui ne veulent pas rester indifférents. Il y a un oui ou il y a un non, il n'y a pas le peut-être permanent. Alors, ce à quoi il faut dire oui, c'est plus difficile, c'est la foi de chacun. Et le monde est divisé. Tout le monde ne dit pas oui au même moment, aux mêmes convictions. En revanche, le problème du non, ce à quoi il faut dire non, ça c'est un problème qui ne souffre pas de longs débats. Il y a un moment donné où on a à choisir tout de suite, et comme le disait Geneviève, pour la vie. C'est cette expression, j'ai choisi pour la vie. Alors, qu'est-ce qui doit justifier ce refus profond? Ce non qui va commander votre vie dans certains domaines. Vous ne serez pas indifférent, et à plus forte raison, vous ne direz pas oui à ce qui vous paraît inacceptable. Eh bien justement, qu'est-ce qui est inacceptable? Alors ça, c'est pas si évident, encore une fois, même la résistance du passé. Vous savez, la France a été très hésitante, c'est le moins qu'on puisse dire. Les résistants étaient très peu nombreux au départ. Et il y avait dans l'autre camp des miliciens, des gens qui sont montés à l'assaut de certains maquis. Les maquis eux-mêmes étaient parfois divisés. Donc, il ne faut pas se dire que résister, c'est un terme facile. Résister renvoie à ce qu'on a comme conviction profonde que c'est inacceptable et que fût-ce en donnant sa vie, jusqu'au bout de sa vie, on donnera le temps possible pour essayer de dépasser cet inacceptable, d'y remédier. Paul Boucher, en lisant vos ouvrages, parce que je voulais mieux vous connaître avant de vous rencontrer, j'ai relevé une phrase. Si les droits sont à conquérir, en revanche, la dignité est intrinsèque à la condition humaine. Personne ne peut se targuer de redonner sa dignité à quelqu'un. Alors j'avais envie d'ajouter à ces propos qu'il y a d'un côté une personne digne, mais qui subit les difficultés de la vie et le pouvoir de l'argent, et puis de l'autre, il y a celle qui se met au premier rang pour réclamer ses droits. Je sais que c'est important pour vous, mais les droits, est-ce que les droits sont une réponse à toutes les questions qu'on se pose et à toutes les injustices que l'on remarque? Vous savez, le droit, moi j'ai été juriste, hein, il faut bien aimer, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut de genre. Hein. Bon, j'ai été juriste, il y a des bons côtés et des mauvais côtés, ça peut être terrifiant, ça peut être chicaneux. J'ai essayé de faire autrement. J'ai été 40 ans avocat, puis 7 ans conseiller d'État. J'ai vu les deux côtés, comment on fait la loi, comment on la défend. Bon. J'ai quelques idées là-dessus. Je crains ce qu'on appelle le juridisme, où on fait tout passer par les textes. Il y a un mot qui appartient de Saint Paul, qui remonte à la Bible, qui dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». La meilleure des lois ne rend pas les mots vivants. C'est l'esprit, de même que la résistance est d'abord un esprit, un choix de volonté, pas seulement d'intelligence et de cœur, mais de volonté. Pour que le droit change vraiment face à l'inacceptable, la situation de ceux qui sont voués à l'indignité, il faut autre chose que des lois seules. Mais là, je veux le dire parce que on est parfois trop sceptique. Il y a ceux qui sont trop naïfs, qui croient qu'avec les lois on fait tout. Il y a ceux qui croient que les lois ne servent à rien. Alors, à l'issue de la guerre, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est le Conseil national de la résistance qui avait fait le premier programme qui a été appliqué, y compris la sécurité sociale généralisée, et c'était le Conseil national de la résistance, c'est lui qui est en cause à l'heure actuelle, parce que certains trouvent que c'est trop audacieux. Ça ne l'est pas assez
Ça n'a pas été au bout. Car le principe fondamental, c'est celui de l'égale dignité. Et le représentant auprès de Gaulle, au temps de la résistance d'hier, on trouve les mêmes gens. C'était un juriste, il s'appelait René Cassin. C'était un juif particulier, il était juif du pape. Vous savez, le comte Avenessin, le pape, quand il était au Moyen-Âge, il avait quelques juifs auprès de lui. Alors c'est une race particulière. Quand il s'est présenté à De Gaulle, il lui a dit, il était âgé, il était ancien combattant de 14-18, le père Cassin. Il lui dit, il y va dès juin 40, alors que très peu de gens rejoignent De Gaulle. La résistance première, elle est pas courante. Et lui, il arrive, il presse en s'excusant, il dit, ben, écoutez, je sais pas à quoi vous servir, mais moi, je veux résister. Je veux résister. Voilà, je suis juif, je suis vieux, je suis tout ce que vous voulez. De Gaulle le regarde de très haut et lui dit, Cassin, vous allez résister au nom de la France. Nous sommes la France. Ceux qui résistaient, nous sommes la France. C'est prodigieux. Quelques hommes seuls en juin 40. Ça, c'est l'esprit de résistance, car il n'était pas acceptable pour De Gaulle comme pour Cassin qu'on accepte la défaite et accepter. Alors là, Cassin va être ceux qui font qu'il y a une déclaration universelle des droits de l'homme. J'ai l'air de faire des détours, mais j'y reviens quand même. Il y a une déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est vieux. D'après elle, dont nous sommes très fiers, la France, patrie des droits de l'homme, l'article 1 dit quoi? Les hommes naissent et libres, égaux en droit. Libres et égaux en droit. C'est pas vrai. Sinon, il n'y aurait pas d'ATD Quart-Monde. Si tous les hommes étaient égaux en droit, c'est un souhait, c'est un vœu, mais on ne peut pas dire que c'est la vérité. Et si on se borne à dire qu'ils sont égaux en droit, on endort avec cette chanson du droit, on va faire du droit, de plus en plus de droit. Quand j'étais jeune avocat, les codes tenaient sur une étagère. À la fin, quand j'ai 40 ans plus tard, il fallait 3 étagères. Bon, je ne crois pas que tout s'était pas amélioré pour autant. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est après la guerre. Après la guerre, les peuples libérés se mettent d'accord pour une déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est pas seulement français, mais la France, par la voix de Cassin, demande quelque chose qui est approuvé par le représentant d'un petit pays qui, à l'époque, n'est pas le grand pays qui, à l'heure actuelle, concurrence l'Amérique, c'est-à-dire la Chine. Mais le représentant chinois va appuyer René Cassin, le représentant français, pour qu'on modifie la déclaration française en la complétant. Et la déclaration universelle dit ce qu'il faut souvenir, les hommes naissent égaux en dignité et en droit. En dignité d'abord. La dignité, c'est le fondement politique, moral du droit. Le droit tout seul, c'est des textes. Comment seront-ils appliqués? Comment seront-ils interprétés? Quels tribunaux? Et les tribunaux, ils vont être divisés. Il faut qu'il y ait un esprit commun. Et l'esprit de commun, ce qui est inacceptable, c'est la violation de l'égale dignité des êtres humains. Les êtres humains, quelle que soit leur race, quelles que soient leurs opinions, quelles que soient leurs conditions sociales, ils sont égaux en dignité. On ne peut pas les priver de leur dignité. Même quand ils font des blagues, quand ils font des conneries, ils restent des humains. On ne doit pas les déshumaniser. L'humanisation d'un pays, l'humanisation du monde, c'est le respect de l'égalité, la reconnaissance de l'égalité, la lutte contre toutes les causes de l'égalité. Alors à ce moment-là, on peut faire des lois. Les lois, les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux qui protègent la dignité, et sans laquelle on n'a pas la dignité. Alors, c'est évidemment le droit des revenus convenables d'existence. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, même si l'amour est bien agréable. Et si l'eau fraîche, de temps en temps, c'est pas mauvais à boire, ça suffit pas. Bon. Le logement, qui n'a pas de logement? La santé, qui n'a pas de santé? Qui n'a pas de santé? Et il est égal à celui qui a une santé florissante?
les 6 droits primordiaux continuent. Il y a le droit à la famille, il y a le droit à la culture, à la formation. Tous ces droits sont un tout. Et la lutte pour l'égalité, c'est la lutte pour l'égalité des droits, en commençant par les droits fondamentaux. Paul Boucher, on va vous donner la parole tout à l'heure, mais c'est important de signaler que le mot dignité était essentiel et qu'effectivement il est inscrit dans la loi, ce que peu de gens savent souvent, et on connaît que la phrase libre et égaux en droit. Je vais donner la parole à quelqu'un qui est un petit peu plus jeune que vous, Clémence Poujade, qui vit dans une société, celle que vous venez de décrire, mais elle sait, comme les autres jeunes savent, qu'elle est semée d'embûches, que le chemin des jeunes pour réussir, pour progresser, pour exister, pour s'installer dans la société, ce n'est pas toujours facile. Il y a l'inégalité des chances, il y a la précarité de l'emploi, c'est peut-être des mots que vous allez employer vous aussi. J'ai envie de dire parfois que ce sont une non-assistance à personne en danger, parce que c'est pas facile d'être jeune et de vouloir bien s'intégrer dans ce monde qui ne l'attend pas toujours. Alors vous battez, vous résistez à votre manière. De quelle manière ? Merci de me donner la parole et merci à TD Carmon de m'avoir invité à représenter Génération Précaire. Et je vous remercie aussi d'avoir veillé à la parité à la fois des âges et des sexes sur ce plateau. À ce sujet, je vais quand même vous dire en remarque liminaire que j'étais vraiment honorée et touchée de parler dans ce contexte de célébration de l'entrée au Panthéon de Geneviève de Gaulle. Je suis évidemment ravie qu'elle puisse bénéficier de cet hommage national avec son amie Germaine Tillion. En même temps, je ne peux que regretter qu'elle ne soit que les 3e et 4e femmes à entrer au Panthéon face à 71 hommes. Donc, puisqu'on parle ce soir de résister, je me permets cette petite parenthèse. Et pour moi, résister, c'est aussi dire que tant que femmes et hommes ne seront pas égaux dans les mémoires, dans les prises de parole publiques, dans le travail, on ne pourra pas vraiment parler d'une société juste et égalitaire. Voilà, donc merci de me laisser faire cette parenthèse. Je vais revenir sur notre sujet. Donc du coup, on m'a demandé de parler un petit peu de mon expérience à Génération Précaire et voir en quoi cette résistance est une résistance d'aujourd'hui. Moi, ça fait 3 ans que je suis militante auprès de ce collectif. Et pour moi, il s'inscrit résolument dans notre époque, tout en étant dans la continuité des combats d'avant, puisque comme nos aînés, on milite pour défendre des causes qui nous tiennent à cœur, mais on le fait avec des modalités un peu différentes, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Notre résistance à nous, à Génération Précaire, c'est lutter en fait contre le postulat selon lequel les jeunes devraient forcément galérer pour s'insérer dans le marché du travail, et l'idée selon laquelle les jeunes doivent forcément être une variable d'ajustement dans un marché du travail qui est particulièrement malade en ce moment. Alors, je ne veux pas trop rentrer dans les détails de notre activité, mais juste pour vous situer un petit peu, Génération Précaire, en fait, défend les droits des stagiaires, dont le nombre a explosé entre 2006 et 2012. On est passé de 800 000 stagiaires à 1,6 million. Ce sont des chiffres du Conseil économique, social et environnemental. Et ça montre bien que, malheureusement, oui, en fait, les jeunes sont encore cette variable d'ajustement dans un marché du travail qui va mal. Pourquoi ? Parce que les stages ils coûtent pas cher, ou même voire pas du tout quand ils sont pas rémunérés ou gratifiés. Et que du coup, on a une situation où en fait, des stagiaires occupent ce qu'on appelle nous les emplois déguisés, où ils ont des vraies responsabilités, ils ont des horaires, ils ont de la pression, tout ça pour une gratification minime, voire pas du tout parfois. Le résultat aussi de tous ces stages, c'est que ils prennent la place des CDD, des emplois juniors, et du coup, nous on dit souvent à ces jeunes-là qu'ils se volent leur propre boulot en fait. Et donc voilà, juste pour conclure à titre informatif, la moyenne d'âge d'entrée, la moyenne d'âge du premier CDI aujourd'hui en France est à 29 ans. Donc, du coup, c'est vrai que marché de l'emploi malade plus prolifération des stages fait que tout ça se décale et que l'entrée durable dans le marché du travail pour un jeune aujourd'hui, c'est en moyenne 29 ans. Donc, nous, on se bat contre ça et par différents moyens. Juste pour vous remettre un petit peu, poser l'historique en tête, c'est justement face à ce constat que le collectif s'est créé il y a maintenant 9 ans. C'est parti d'un coup de gueule en fait d'une de nos membres qui était diplômée, qui avait un bac+5 en art et qui se voyait proposer des stages à répétition
Donc pareil, impossibilité de s'insérer durablement, même de prévoir quoi que ce soit de façon stable au niveau familial, au niveau social. Du coup, elle a envoyé ce mail coup de gueule où elle invitait notamment à la grève des stagiaires. Et ce mail a eu un effet boule de neige, il a été transféré, retransféré, et pas mal de personnes se sont retrouvées en fait dans la situation qu'elle décrivait. Et ils ont eu envie de changer les choses avec elle et ils se sont fédérés au sein de Génération Précaire qui existe du coup depuis 9 ans. Donc le nombre de militants, de membres est vraiment fluctuant parce qu'on fait en fonction du temps, des disponibilités des uns et des autres. Mais on doit être toujours une dizaine actifs sur des actions et des mouvements, et au niveau des âges, on est entre 25 et 40 ans aujourd'hui. Ça commence déjà un petit peu à vieillir, mais on recrute. On se pose une question parce qu'on parlait des droits avec Paul Boucher. Alors vous, est-ce que vous avez réussi à faire inscrire quelque part, non pas un texte de loi peut-être, mais au moins un décret ou quelque chose? Oui, justement, on agit par plusieurs biais, plusieurs modalités, mais une de celles-ci, c'est le lobbying direct auprès des pouvoirs publics. Donc, on se relaie entre membres du collectif pour aller voir députés, cabinets, ministères. Et l'année dernière, au mois de juin 2014, une loi a été adoptée par l'Assemblée qui encadrait le statut des stagiaires. Donc il y a eu pas mal de choses qui avaient été faites déjà depuis la création du collectif, mais c'était par petites bribes, et c'était souvent des micro-lois avec des décrets qui n'étaient jamais adoptés. Donc du coup, on n'avait pas de résultats concrets pour les stagiaires, et du coup cette loi là de 2014 s'est enfin attaquée au problème de façon globale. Donc il y a eu quand même de belles avancées. Nous on avait bien poussé, et puis on a été écoutés et entendus pendant l'adoption. Aujourd'hui, on attend toujours quand même un décret crucial, qui est celui de l'encadrement du quota du nombre de stagiaires dans les entreprises. Donc, en fait, dans les faits, les entreprises continuent d'abuser. Et il y a parfois des entreprises, on a eu un exemple récent dans une de nos actions, d'entreprises où il y a 40 à 50% de stagiaires, des startups, des médias. C'est surtout ça. Alors, votre combat demain, c'est quoi? Nous, il continue parce que du coup, ce que disait Geneviève de Gaulle dans son témoignage m'a vraiment interpellée, c'est le fait de dire que la démocratie, il faut toujours qu'elle aille mieux, il faut toujours qu'elle aille en avant, et dès qu'il y a un recul, faut vraiment se mobiliser et résister. Et du coup, nous, effectivement, on a eu des succès quand même par rapport aux 9 ans d'existence, aux 9 petites années d'existence du collectif, mais typiquement, ce décret qui n'est pas adopté, il fait que nous, on reste mobilisés. J'ai encore un peu de temps. Pas un avocat comme Paul Boucher, ça serait passé très vite, la loi. Vous en aurez peut-être. J'ai encore un peu de temps, du coup, parce que ce dont je voulais aussi parler, dans le cadre justement des résistances d'aujourd'hui, c'était les modalités d'action de Génération Précaire, et puis vous dire un peu en quoi elles s'inscrivent dans cette modernité. Donc pour revenir à ce que je disais à l'instant, c'est vrai qu'on a plusieurs modalités d'action, donc le lobbying auprès des pouvoirs publics. Il y a aussi de l'aide juridique qu'on fait en fait auprès de stagiaires qui nous sollicitent directement parce qu'ils sont souvent désemparés, ils se trouvent dans des situations d'abus dans des entreprises, et puis ils savent pas comment faire parce que il y a du chantage, il y a de la pression. Du coup, ils se tournent vers nous et on essaie de les aider, parfois même à faire requalifier leur convention de stage en contrat de travail. Donc, ça, c'est des actions un petit peu plus classiques, on va dire. Et puis, celles qui, pour moi, nous représentent vraiment, ce sont nos actions, nos flash mobs. Donc, ça va être des mobilisations, en fait, au sein d'entreprises qui abusent de stagiaires, ou parfois auprès des pouvoirs publics dont on voudrait qu'ils changent un peu les choses plus rapidement. Et pour ça, on a un mode d'action qui est assez festif, en fait, et on s'accroche beaucoup à ce militantisme festif, qui ne veut pas dire qu'on prend les choses moins sérieusement, mais qui est en fait une façon d'interpeller différemment le grand public, les pouvoirs publics, les médias. Alors juste pour vous donner une idée, en fait, c'est l'idée de théâtraliser beaucoup notre action. Donc typiquement, on va aller à nos actions masquées avec un masque blanc qui est du coup maintenant un peu la marque de fabrique de Génération Précaire. Alors c'est pas juste festif, on se déguise, on s'amuse, il y a de ça, mais il y a aussi un aspect symbolique, c'est-à-dire qu'avec ce masque blanc, on symbolise les stagiaires anonymes et interchangeables. On est souvent aussi déguisés pendant nos actions, donc pareil, l'aspect festif, mais ça fait aussi référence aux emplois déguisés qu'on dénonce.
Et sur le ton aussi qu'on emploie, tout en restant très sérieux, on maîtrise nos argumentaires, il n'y a pas de souci, on est rodé au plan technique, on emploie quand même un ton un peu décalé, ironique, humoristique, et qui un peu provocateur, hein, c'est vrai que du coup, on joue un peu sur ce cliché de jeune con qui peut énerver. Du coup, voilà, on montre qu'on peut être des jeunes cons, mais on peut aussi parler sérieusement. Et cette façon, du coup, de se faire identifier rapidement par les médias, entre autres, est assez efficace. Et elle est aussi interloquante, en fait, pour nos interlocuteurs, parce qu'ils disent c'est une bande de joyeux, des connards, en fait, qui savent pas très bien de quoi ils parlent, et ils se rendent compte que, oui, on a de la matière. Et pour moi, ça c'est lié aussi à notre organisation, qui n'en est pas une, en fait, puisqu'il n'y a pas de rôle attitré dans l'organisation, il n'y a pas de président, il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de chargé de com. Tout le monde fait un peu tout en fonction de, comme je disais tout à l'heure, de son temps, de son envie, ses compétences. Et l'idée, c'est vraiment qu'on se forme entre nous et qu'on apprenne les uns des autres. Donc, par exemple, des plus anciens vont amener avec eux des jeunes membres, enfin des membres récents, à des rendez-vous institutionnels. On va toujours encourager la prise de parole dans les médias des nouveaux membres, et des juristes ou avocats nous aident aussi à renforcer nos compétences, du coup, en droit du travail, pour pouvoir aider ces jeunes stagiaires. Donc, est-ce que quelqu'un qui est dans la salle, qui serait intéressé par vos générations précaires, peut simplement aller sur votre site et vous trouver? Oui. Et puis peut-être apporter son expérience? Oui. Oui, on a une adresse mail que je pourrais donner aussi, où on recueille tout à l'heure, des quand témoignages. on aura des questions de la salle, peut-être c'est une question qu'on vous posera. Ouais. Merci Clémence. Jean Arnaud, il y a d'autres expériences qui sont dans la salle. C'est pas parce qu'on n'est pas sur l'estrade qu'on n'a pas des choses à dire. Oui, en effet, merci d'abord beaucoup à vous deux pour ces interventions. Et ce débat devait aussi pour nous être l'occasion de donner la parole aux jeunes qui sont l'avenir et les résistants de demain. Et donc nous allons maintenant entendre une intervention de Marie Reynaud, qui est étudiante à Nancy et qui représente aujourd'hui le groupe jeune d'ATD Quart-Monde de cette ville, dont elle fait partie depuis janvier 2014. Marie a découvert ce groupe jeune par le biais d'un atelier de lecture auprès d'enfants d'un quartier défavorisé. Et je lui passe à présent la parole pour qu'elle puisse nous dire quelques mots du travail et de l'engagement de ce groupe jeune nancéen. Donc au sein du groupe jeune, on a tenté de définir pour nous ce qu'était résister et comment cela se reflétait dans notre engagement. Donc pour nous, résister, c'est tout d'abord résister contre les préjugés. C'est aller à l'encontre de ce que les gens pensent. C'est vouloir faire connaître une situation qui est ignorée. En résistant contre des obstacles informels et inconscients que sont les préjugés et l'ignorance, on infiltre la mentalité de la société et par effet boule de neige, on essaye de faire péter le système. On est ainsi amené à résister contre soi et contre les opinions qu'on a trop facilement, car elles nous sont transmises par la société. On résiste aussi contre la conception que se font les gens de la misère. Avoir des préjugés, c'est ne plus savoir, être dans le déni et l'ignorance, et y résister, c'est vouloir se sortir de l'ignorance. La résistance, c'est aussi une lutte pour la liberté, car elle permet de se libérer des entraves, des obstacles. La résistance, c'est également une prise de risque. Et avoir une opinion différente, être à contre-courant, c'est prendre des risques. Donc concrètement, cela s'est traduit par des interventions dans des lycées auprès des jeunes pour les sensibiliser à ce qu'est la misère, par une enquête sur ce que les gens pensent et savent de la misère lors de la journée mondiale du refus de la misère le 17 octobre. Ça se traduit également par des théâtres forums qu'on anime chaque année, ce qui permet de mettre les gens en face de la réalité des situations et de les responsabiliser, de les empêcher d'être passifs et indifférents et de les encourager à coopérer. Car un théâtre forum, cela consiste à présenter une situation inacceptable et ensuite à essayer de trouver des solutions ensemble pour changer cette situation et la faire progresser. Enfin, c'est également l'animation d'un atelier lecture pour les enfants d'un quartier défavorisé. Mais résister, c'est aussi un engagement dans la durée, dans le long terme. C'est pourquoi ces petites actions, on les continue. Je vous remercie. Bravo. Merci Marie, merci beaucoup. Je vais à présent passer la parole à Mathieu Paté. Mathieu a rejoint le mouvement ATD Quart-Monde comme allié il y a maintenant 6 ans. Il a d'abord découvert ce mouvement par le biais d'une bibliothèque de rue qui est l'une des actions de lutte contre la misère que notre mouvement met en œuvre. Et il participe depuis l'an dernier à l'Université populaire Quart-Monde d'Île-de-France. Donc moi j'ai été invité à parler de mon engagement et j'ai voulu
plutôt parler d'un angle, sous un angle, de mon expérience sous un angle personnel. Alors personnel, pourquoi? C'est pour aborder comment mon engagement, comment notre engagement, à tous qui nous sommes engagés, cela nous transforme, nous, individus, comment les rencontres que nous effectuons et les paroles que nous pouvons recueillir nous interpellent en tant que citoyens. En quelque sorte, combien il nous faut déjà nous battre, entre guillemets, contre nous-mêmes et nos automatismes. Alors du coup, avec toutes ces réflexions et notre engagement, il va se créer des déclics intérieurs, que j'appelle ça comme ça, qui vont nous changer durablement. Et à quoi est-ce que ça tient? Ça peut venir de ce qu'on apprend en échangeant, ou ça peut venir des mécanismes, du fonctionnement des actions que l'on mène. Je vais prendre 2 exemples. En bibliothèque de rue, on va tisser des liens avec les personnes qu'on rencontre, on va créer une certaine confiance et puis on va pouvoir échanger. Et puis des fois, on va se dire, moi je me dis en tout cas, tiens, j'avais pas pensé à ça sous cet angle. Un jour, une maman m'a dit qu'elle refusait un poste, elle est au chômage, elle était au chômage et elle me dit qu'elle préférait rester au chômage, elle refusait son poste. Et moi, de premier abord, j'ai trouvé ça choquant. Et puis en fait, en réfléchissant, je me suis dit que c'était pas aussi simple que ça, qu'il fallait prendre du recul, comprendre. Et si c'est un poste ingrat, avec des horaires décalés, qui l'empêche de s'occuper de sa fille, oui, je me dis que là, effectivement, on a des progrès à faire pour proposer des emplois dignes et que tout n'est pas acceptable. Des rencontres comme celle-là, j'en ai déjà fait plusieurs, qui, avant même d'envisager ce qu'on peut faire pour accompagner la personne qui est en face de nous, ces rencontres-là, elles nous interpellent en tant que citoyens et vont changer notre regard. Un deuxième exemple, c'est lors des séjours de vacances familiales que j'ai pu faire avec ATD Carmonde. Un des mécanismes de l'organisation de ces séjours, c'est de mettre la bienveillance au cœur de notre action. C'est-à-dire s'appuyer sur les points forts de chacun, de chacune, pour que le séjour se passe au mieux. Et moi, j'ai pu constater qu'effectivement, ça portait ses fruits. Et là, ça a fait là aussi un déclic et je me suis dit que je pouvais mettre ça en place dans ma vie, au travail par exemple, où c'est pas toujours très simple d'être bienveillant. Et depuis, donc j'essaye d'y veiller autant que possible. Toutes ces expériences, elles nous transforment avant tout chacun, chacune. Et moi, je constate que ça fonctionne ensuite par ricochet. On en parle de nous, à nos proches, on le dit au travail. Et de proche en proche, comme ça, on apporte une autre manière de penser. Merci.